Guy Rocher a perdu son père à 8 ans et, avoue-t-il, longtemps il se cherche un père substitut parmi ses éducateurs. Pensionnaire au Collège de l'Assomption, il entre en contact une première fois avec un monde d'hommes. Il est chef de troupe chez les scouts, il pratique les sciences naturelles et s'anime de l'esprit missionnaire de l'Action catholique. Jeune homme tenté par le droit auquel semblait le destiner une famille composée de juristes et d'avocats, il en abandonne l'étude et s'engage comme permanent à la JSC. À partir de là, son désir d'engagement l'entraîne à la Faculté des sciences sociales de Québec, où il part avec l'idée de se doter d'une formation de militant. À l'incitation du père Lévesque, il étudiera la sociologie à Harvard en 1950, ce qui fut pour lui la découverte de l'université idéale et l'apprentissage d'une approche pluridisciplinaire des phénomènes sociaux. Il en revient pour entreprendre une carrière d'enseignant et de chercheur ponctuée d'interventions dans le domaine public. Guy Rocher s'est impliqué dans la préparation du rapport Parent il y a 15 ans, et tout récemment dans la préparation des politiques de développement culturel du gouvernement québécois. Il parle des changements et des résistances aux changements suscités par l'action de l'État dans notre société foncièrement conservatrice. Il souligne la nécessité, pour les sociologues, de comprendre le langage du pouvoir et de la loi afin de saisir l'exacte mesure de son évolution. Mon père était un ingénieur civil ma famille était une famille dans laquelle il y avait un certain nombre de juristes, c'est-à-dire de notaires, d'avocats, de juges. C'était beaucoup ça, ma famille d'origine, des deux côtés, de mon père et de ma mère. Mon père était plutôt une exception dans la famille, d'être allé vers ce qu'on appelait à ce moment-là, au début du siècle, au début du 20e siècle, les sciences. Il avait fait ses études dans la vieille école polytechnique de Montréal. J'ai été élevé en dehors de Montréal. Je ne suis pas tout à fait un garçon de la campagne, mais de village, si vous voulez, de petite ville. Je suis né à Berthierville, sur le bord du Saint-Laurent, et j'ai vécu une bonne partie de ma jeunesse à l'Assomption, où j'ai fait mes études et où ma mère est venue habiter après la mort de mon père. J'ai été aussi un orphelin de père, très jeune. Mon père est mort, j'avais 8 ans. Et ça a marqué beaucoup ma vie, la mort de mon père. C'était un événement, pour moi, très dramatique et que j'ai absorbé très lentement dans ma vie. Je crois, c'était un élément important, même intellectuellement, d'avoir été orphelin pour moi. J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir, pendant plusieurs années, parce que ma mère, après la mort de mon père, étant, je pense, un peu désemparée, nous a mis pensionnaires, mon frère et moi. J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir, à ce moment-là, une cellule familiale, de ne plus appartenir à une cellule familiale. Ce qui fait que, très jeune, j'étais très hanté par le couple humain, par exemple. Moi, je n'avais pas vu mon père et ma mère ensemble. Mon père est mort trop jeune pour que j'aie beaucoup de souvenirs de leur relation à eux deux. Le couple humain, homme-femme, homme-homme, femme-femme, pour moi, c'était un mystère. Je regardais ça comme quelque chose de très mystérieux. Ça m'est toujours resté. C'était pour moi le mystère social initial, originel. Et j'avais l'impression qu'un couple, c'était un microcosme. Il se passait beaucoup de choses dans un couple. Et chaque couple était une unité en lui-même et avait son unicité. Je me souviens que c'était une préoccupation que je portais dès mon jeune âge, je dirais. 8 ans. Oui, c'est à l'âge de 8 ans que ça a commencé. Vraiment, et surtout adolescent, je me souviens que ça avait pris beaucoup d'importance pour moi. Ensuite de ça, je pense que la mort de mon père a fait que je me suis cherché longtemps des pères substituts. Chez mes éducateurs, chez
chez des ennemis plus âgés que moi. Et j'ai eu comme ça un certain nombre de figures paternelles dans ma vie qui ont probablement eu plus d'importance du fait que je n'avais pas la figure paternelle biologique originale. Et que j'en souffrais beaucoup, que ça me manquait beaucoup. Je souffrais de ne pas avoir de contact avec, de ne pas avoir eu de contact avec un homme adulte dans mon enfance. Ça m'a fait par ailleurs pénétrer très jeune dans un monde de femmes, dans le monde féminin. À cause de cela, je pense que j'ai toujours eu une attirance pour le monde des femmes ou pour une relation avec des femmes. C'est ce qui a marqué ma jeunesse, mon enfance. Et ça m'est toujours resté. Ce qui fait que j'ai peut-être plus de facilité à être en relation avec des femmes qu'avec des hommes. Surtout avec des femmes qui sont ou de mon âge ou un peu plus âgées que moi. C'est comme si ça m'était plus facile à ce moment-là. Tout comme, je crois, ça m'a été plus facile aussi d'être un père de filles, parce que je n'ai eu que des filles, que si j'avais été un père de garçons. J'aurais été très embarrassé d'être un père de garçons, parce que je n'avais pas vu de père en relation avec un garçon. Ayant des filles, j'avais l'impression que je devais de toute façon innover pour moi, dans ma vie à moi, un genre de relation nouveau pour moi, genre nouveau de relation avec ces êtres-là qui étaient des filles. Et ça, je pense que ça a facilité ma paternité, qui était difficile, parce que n'ayant pas eu de père, j'avais beaucoup de difficultés à entrer dans le rôle de père. Ça m'était très difficile. Et je voyais ça avec beaucoup d'anxiété. Je n'ai pas été un père qui entrait dans le rôle de père facilement et avec joie. Moi, c'était chaque fois que j'avais un enfant, c'était un peu un drame pour moi de recommencer une relation de père avec un autre être humain. Oui, donc, vous êtes père. Mais un petit peu avant ça, vous avez été étudiant aussi, je pense. Bien sûr. Longtemps. Je le suis encore, je pense. Oui. Mais tout à l'heure, vous disiez, bon, j'étais pensionnaire. C'était les études secondaires, j'imagine? C'était les études primaires et secondaires. Primaire et secondaire. C'est ça. Puis ensuite, ça a été le séminaire de l'Assomption? Oui, oui, oui. Qui a été un lieu bien important pour moi. C'était évidemment le lieu où j'ai vécu pendant 8 ans, pensionnaire et presque pensionnaire aussi, parce qu'il y a eu des périodes où ma mère vivant à l'Assomption, j'étais ce qu'on peut appeler quart de pension, mais ça n'existait pas des externes au collège de l'Assomption. Il n'y avait que des pensionnaires. Tout le monde couchait au collège, tout le monde mangeait au collège. Non, tout le monde ne mangeait pas au collège, mais tout le monde suivait le régime du collège. Même si ma mère vivait en face du collège, on suivait le régime des pensionnaires. C'était une sorte de principe qui existait dans ce vieux collège, qui était centenaire. C'était important pour moi parce que, comme je disais il y a un moment, ayant vécu dans un monde de femmes jeunes, c'était le premier contact que j'avais avec un monde d'hommes, d'hommes adultes et de garçons de différents âges. Et au début, c'était très difficile pour moi. C'était très pénible d'entrer dans ce monde, du collège, des garçons, des hommes. Mais c'était aussi une période importante parce que c'était ma grande socialisation principale. C'est vraiment là que j'ai été socialisé, je dirais, à des responsabilités croissantes. C'est un collège où, tout en étant un collège traditionnel, il y avait un certain nombre de professeurs dont je garde un grand souvenir qui nous socialisaient à des responsabilités, à une certaine prise de liberté dans ce monde de pensionnaires. Oui. Et qui aussi, certains, nous socialisaient à ce que j'appellerais la culture contemporaine ou moderne. Non? Parce que le cours classique nous menait jusqu'au 18e siècle, mais au-delà de ça, on ne connaissait plus rien. Le 19e siècle, moi, dans ma vie, c'est resté pendant très longtemps un trou noir. Je ne connaissais ni les philosophes, ni
ni les littérateurs du 19e siècle. Vraiment, c'était un très grand trou noir. Mais il y avait quelques professeurs, un en particulier, dont je me souviens avec beaucoup de respect, qui nous initiait, qui m'initiait, quelques élèves qu'il voulait, à ce qui était à ce moment-là considéré comme des auteurs modernes, c'est-à-dire c'était Péguy, qui pourtant était mort depuis plus de 30 ans à ce moment-là, mais c'était considéré Péguy comme un écrivain très révolutionnaire, pas révolutionnaire non seulement au point de vue social, mais au point de vue littéraire, qui nous initiait à Claudel, à André Gide. Alors, c'est à travers d'une bibliothèque, non pas du collège, mais la bibliothèque privée d'un professeur, que j'ai été d'abord mis en contact avec mon siècle, avec des écrivains de mon siècle. Puis nous étions en quelle année? En 1940. En 40. Et ce professeur en particulier avait fait des études en France, il en arrivait. C'était notre professeur de grec. Mais en même temps, il nous initiait à la littérature française, que l'on pouvait appeler contemporaine en ce moment-là, ce qui n'est pas très juste, mais c'était... Le Collège d'Assomption est sûrement resté un lieu important dans ma vie parce que pendant très longtemps, jusqu'à récemment, je dirais, beaucoup de mes rêves nocturnes se situent au Collège d'Assomption. C'était le lieu d'un grand nombre de mes rêves. Pas nécessairement comme élève, j'avais des rêves, même d'adulte, mais le décor, c'était celui du Collège d'Assomption. Et je pense que j'ai dû faire des rêves comme ça pendant, je dirais, une bonne vingtaine d'années au moins, ou 20-25 ans sûrement, dans ce décor du Collège d'Assomption. Est-ce que la figure paternelle est présente dans les rêves, au Collège d'Assomption? C'est très complexe, la figure paternelle, parce que, voyez-vous, je pense que tout ce groupe d'hommes, à Rhodes, à part de ça, à Soutane, finissait par faire une grosse mère, je dirais, une sorte de mère énorme, qui s'appelait d'ailleurs l'Alma Mater. Oui. La mère. Et le collège était la maison. On en parlait au féminin. L'institution, la famille, la communauté. C'était toujours des termes féminins qui étaient employés. Si bien que ça avait quelque chose, je dirais, de très féminin, tout cet ensemble d'hommes qui vivaient ensemble. Et je crois que dans mes rêves, c'est à la fois mère et père, le Collège d'Assomption. C'est un grand milieu paternel, mais très maternel aussi en même temps. Alors, je me demande, donc, la littérature française en 1940, puis le goût d'aller plus loin, de connaître le 19e siècle ou d'approfondir d'autres univers littéraires? Non, pas d'approfondir le 19e siècle, je ne le connaissais vraiment pas, et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose dans ça, malheureusement. C'était vraiment ça que j'avais comme impression à ce moment-là. Je dirais que j'étais aussi, pendant que j'étais au Collège d'Assomption, très attiré par les sciences naturelles. Je pense que s'il y avait eu une carrière à faire, à mes yeux, à ce moment-là, j'aurais peut-être fait un biologiste d'une sorte ou d'une autre. Je m'intéressais beaucoup aux insectes, à l'entomologie. Je m'intéressais beaucoup aux oiseaux. J'ai fait beaucoup d'ornithologie. J'en ai fait toute ma vie. Je continue à en faire, d'ailleurs. Et j'étais un observateur de la nature. Je l'ai fait beaucoup quand j'étais au Collège d'Assomption. Et il existait ce qu'on appelait un cercle des jeunes naturalistes qui m'attirait. J'étais membre du cercle des jeunes naturalistes. J'ai fait, on faisait des observations bien élémentaires, mais enfin, je faisais un certain nombre d'observations. On faisait des rapports, on faisait des conférences ou des petits colloques sur des thèmes de biologie, de nature, sur des sciences de la nature. Mais je ne voyais pas beaucoup d'avenir pour moi dans ça. Et il y avait en même temps, je pense, qui contrecarrait mon goût pour les sciences de la nature, une sorte je pense, de besoin missionnaire, d'action sociale. Et ça, dès le Collège d'Assomption, c'était marqué dans ma vie. J'ai connu au Collège d'Assomption le scoutisme et l'Action catholique surtout.
ce qui était la JSC dans ce temps-là. Je suis devenu actif dans les deux. J'ai fait du scoutisme activement, j'étais chef de troupe, etc. Mais j'ai aussi fait beaucoup d'actions catholiques. Et ça m'a marqué à ce moment-là beaucoup, c'est-à-dire que progressivement, je dirais que mon intérêt s'est porté de la nature vers la société. La société était quand même, et continuait à être pour moi un lieu d'observation. Je continuais à être curieux de ce qui se passait dans la société. J'avais l'impression que c'était encore plus difficile à comprendre que ce qui se passait dans une fourmilière ou dans un nid d'oiseau, et qu'on était moins bien équipé pour comprendre les hommes que les insectes, et qu'il y avait en même temps une action à mener auprès des hommes que je ne voyais pas très bien auprès des animaux ou dans la nature. C'était pas un moment où l'écologie était préoccupante et le problème de l'environnement n'existait pas. Je voyais donc plutôt une action à mener vers la société, vers les collectivités. Et c'était beaucoup animé, cultivé cela par ce sentiment-là, par la JSC. Et si bien que lorsque j'ai terminé mes études, ce vers quoi j'allais naturellement, comme une sorte de science de l'homme, c'était le droit. Je ne voyais pas d'autre science de l'homme. Le droit me paraissait être la manière de comprendre la société par ce qui est un noyau central, qui est les lois, les règlements, l'appareil judiciaire. Oui. Je me suis intéressé au droit, j'ai donc fait du droit pour commencer. C'était d'autant plus normal que, comme je disais tout à l'heure, ma famille était portée vers cela et c'était le lieu, pour moi, un peu un lieu où je devais normalement aboutir. Mais j'ai été assez rapidement insatisfait des études de droit. C'est-à-dire que rapidement, je me suis rendu compte que les études de droit ne menaient pas à une connaissance de la société. Et en plus de cela, j'ai voulu faire ma cléricature sérieusement, c'est-à-dire que je suis allé m'inscrire dans un bureau d'avocat dès la première année de droit, comme clerc, comme assistant. Et j'ai travaillé pendant 1 an dans un bureau d'avocat. Et là, je me suis rendu compte que je ne serais pas capable de passer ma vie, je n'aurais pas été capable de passer ma vie dans un bureau d'avocat. J'ai abandonné mes études. Alors là, j'ai été 3 ans et demi, permanent dans un mouvement de jeunesse qui s'appelait la JSC. Et j'ai été vraiment engagé dans cela complètement. C'était un deuxième lieu de socialisation important pour moi à la suite du collège. Parce que là, j'ai pris une distance d'abord avec la formation classique que j'avais reçue. Dans la JSC, surtout à la centrale de la JSC où je travaillais, on lisait quand même beaucoup plus des auteurs contemporains qu'au collège. Alors là, j'ai pris contact beaucoup plus avec Bernanos, Gide, etc. J'ai connu là Giono, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, Ramuse, que j'ai beaucoup aimé. Et aussi, j'ai connu des philosophes contemporains, c'est-à-dire contemporains. Bergson, c'était tout à fait contemporain, mais enfin, c'était du 20e siècle. Gilson, Maritain, qu'on lisait à ce moment-là. Emmanuel Mounier, qui vivait, et avec qui on était d'ailleurs en contact. Et c'était une sorte de renaissance intellectuelle pour moi. En plus d'être un moment d'évolution spirituelle important, c'était un moment de renaissance intellectuelle. Mais en même temps, ça m'a laissé frustré, dans le sens où j'avais le sentiment que nous cherchions à agir dans la société, et la JSC était un mouvement d'action, pas seulement religieux, mais beaucoup d'actions sociales.
Mais nous cherchions à agir dans la société, mais nous n'avions pas d'instruments intellectuels pour très bien comprendre la société. Et ça nous manquait. Et c'est ce qui m'amenait à rechercher une science sociale qui nous permettrait de comprendre la société. Et je n'en trouvais pas à ce moment-là. C'était dans les années... c'était en 1945 à peu près. Je me disais, ça doit peut-être exister des sciences sociales, mais il y avait l'Université de Montréal, le département de relations industrielles, il y avait un début d'école de service social, mais ce n'était pas ça qui m'intéressait. Je cherchais plutôt des études plus fondamentales, et je n'en trouvais pas. Jusqu'à ce que, à l'occasion d'un voyage à Québec, j'ai découvert qu'il y avait là une faculté des sciences sociales qui donnait des cours du jour, dirigés par le père Lévesque, et où il y avait un département de sociologie, un département d'économie. Et ça m'intéressait. Ayant décidé de reprendre mes études, je suis parti pour Québec, ce qui ne se faisait pas beaucoup dans ce temps-là. Quand on était à Montréal, on étudiait à Montréal. Quand on était de la région de Québec, on étudiait de la région de Québec. C'est encore comme ça beaucoup, mais c'était plus marqué encore dans ce temps-là. J'ai donc quitté Montréal, je me suis en allé à Québec, sans trop savoir si je m'en allais en sciences économiques ou en sociologie. Mais c'était l'un ou l'autre. Il n'y avait pas d'autres départements, de toute façon, à ce moment-là. Mais je savais que je m'en allais pas là pour faire relations industrielles ou service social. C'était très clair pour moi. Et je m'en allais là aussi avec l'idée de revenir comme militant quelque part. Je ne savais pas où, peut-être comme journaliste, peut-être comme militant dans le syndicalisme, parce que j'avais un certain nombre d'amis qui étaient en train de passer comme ça des sciences sociales au syndicalisme, ou dans des mouvements d'éducation populaire. Je ne savais pas, mais je croyais être un homme d'action et engagé dans une vie d'action. Et j'allais étudier 3 ans à Laval pour me donner des instruments intellectuels pour être un militant ou un agent d'action sociale, si vous voulez. Et à l'Université Laval, j'ai, pour la première fois de ma vie, découvert la vie universitaire, que je n'avais pas vraiment découverte à l'Université de Montréal, pas à la faculté de droit, en tout cas, parce qu'à la faculté de droit, dans ce temps-là, il n'y avait même pas encore un seul professeur de carrière. C'était des avocats, même des juges qui venaient de donner des cours. Mais il n'y avait pas de professeur de carrière à ce moment-là. À la faculté des sciences sociales, à l'Université Laval, j'ai rencontré des professeurs de carrière, comme Jean-Charles Falardeau, le père Bélanger, et chez les économistes, Maurice Lamontagne, Jean-Marie Martin, Albert Fauché, etc. C'était la petite équipe de départ autour du père Lévesque. Et là, ça a marqué un tournant dans ma vie. Je me suis attaché à la vie universitaire. Si on m'avait dit, quand je suis rentré à l'Université Laval, que je m'en allais vers une vie universitaire, j'aurais jamais cru cela. Et que je ne sortirais plus jamais de la vie universitaire, je n'aurais jamais cru cela. Mais c'est bien ce qui m'est arrivé. Je suis entré dans cette vie universitaire et je me suis senti tout à coup heureux, à l'aise dans la vie universitaire. Et comme le père Lévesque m'offrait, au terme de mes études, de me spécialiser, de poursuivre aux États-Unis ou ailleurs, et de revenir comme professeur pour constituer l'équipe qu'il était en train de mettre en place, j'ai accepté ça. J'ai accepté ça, mais remarquez que ça marquait un tournant dans le sens où, à la JSC, à l'équipe de la JSC, il n'y avait pas un grand respect pour le milieu universitaire. On considérait le milieu universitaire comme un milieu, je dirais un milieu bourgeois, de petite bourgeoisie, très, très traditionnel, très conservateur, très replié sur lui-même. Et j'étais le seul de cette équipe de la JSC à m'intéresser assez à la vie universitaire pour y faire une carrière. Et de ce point de vue-là, je me marginalisais de mes anciens amis, de mon ancienne équipe de la JSC. Qu'est-ce qu'ils étaient devenus, je m'excuse? Eux étaient entrés dans le syndicalisme ou dans le journalisme. Vous voyez, Gérard Pelletier faisait une carrière de journaliste, Guy Cormier
toujours resté journaliste. Jean-Paul Geoffroy était un syndicaliste. Pierre Junot se préparait à entrer dans l'administration publique, mais il travaillait à ce moment-là dans le cinéma, ce qui était tout à fait nouveau. Chacun trouvait comme ça des voies, mais des voies qui n'étaient pas des voies de vie intellectuelle. C'était des voies d'action. Je sortais, moi, de ce milieu-là et je m'en distanciais progressivement en acceptant une vie d'universitaire, qui, à leurs yeux, était une vie, je pense, une vie plus trop refermée sur soi. Donc, vous êtes parti de Laval pour aller aux États-Unis. Oui. Je suis parti de Laval en 1952. Un peu d'ailleurs par accident, c'est-à-dire par accident dans le sens où je ne devais pas partir si tôt que ça, mais j'avais été impliqué dans la grève de l'amiante, qui était le grand événement social en 1949, et moi j'avais organisé une souscription à l'Université Laval avec quelques amis pour venir en aide aux grévistes. Ça m'avait valu les foudres de l'université. Et lorsque, après mes études, en 1952, le Père Lévesque a voulu me garder comme une sorte de chargé d'enseignement, si vous voulez, pour faire un peu le pont entre mes études de maîtrise et mon doctorat, l'université a refusé, en disant on a eu assez de lui pendant ses études, c'est un révolutionnaire, imaginez. Alors, on m'a refusé d'entrer. On m'a refusé le poste de chargé d'enseignement. Et alors, il a fallu rapidement que je me réorganise. Alors, je suis parti en 1952 à la hâte, un peu comme ça, pendant l'été, vers Harvard, où j'ai été accepté à la toute dernière minute, par chance. Et alors là, à Harvard, j'arrivais, moi, avec l'idée que l'université américaine, c'était une université de joueurs de football, de gens qui n'étaient pas très sérieux. Que les vraies grandes universités, c'était en Europe qu'on trouvait ça. Mais après la guerre, voyons, en 1952, la sociologie française n'était pas encore rétablie du grand choc de la guerre et du grand choc aussi des camps de concentration, parce que les sociologues français étant des juifs, ça avait été gravement coupé, la sociologie française. Alors, on ne pouvait pas beaucoup aller en France. Je suis plutôt allé donc dans une université américaine, mais sans beaucoup d'enthousiasme au départ. Et je suis allé vers Harvard parce que je trouvais que Parsons était plutôt européen comme formation. J'avais un peu lu les travaux de Parsons et c'était au moment où Parsons avait publié ses premières œuvres, qui étaient surtout The Structure of Social Action, qui était son analyse de Weber, de Tönnies, de Durkheim, de Marshall, donc d'une pensée européenne. Alors j'avais l'impression que je m'en allais plutôt vers une sorte de professeur européen qui se trouvait aux États-Unis. Grave erreur, parce que Parsons était vraiment un Américain, très américain de bien des façons. Et l'université Harvard n'était pas du tout ce que je pensais. C'était une université extrêmement concurrentielle, où les jeunes étudiants travaillaient très, très fort. Et d'autant plus fort que c'était le moment où les étudiants qui avaient été dans l'armée étaient revenus. C'est-à-dire c'était des anciens combattants américains, de l'armée américaine, qui, après la guerre, ont eu la possibilité d'avoir une bourse d'études comme anciens combattants. Et alors, en 1946-48, ces gars-là avaient fait leur baccalauréat. Ouais. Et en 1952, moi, je les retrouvais au doctorat. C'était des gars qui avaient une trentaine d'années, qui avaient, plusieurs d'entre eux étaient blessés à plusieurs reprises, avaient vu des compagnons mourir à côté d'eux. Alors, ils n'étaient pas là, eux autres, pour s'amuser. C'était des gars sérieux. Ils avaient la chance de leur vie, de refaire leur vie, en quelque sorte, après avoir pensé la perte. Alors, c'était des gars qui travaillaient. Et là, j'ai jamais travaillé comme ça dans ma vie, je pense. J'avais à la fois à perfectionner mon anglais, que je possédais, mais pas suffisamment bien au départ. J'avais à entrer dans une culture totalement différente que je n'avais pas vraiment bien compris au départ, la culture américaine, la pédagogie américaine,
Et en même temps, d'entrer dans un programme qui était très structuré, c'est-à-dire que nous avions pour chaque trimestre 2000 pages de lecture à faire, obligatoires, plus des travaux à remettre régulièrement. Je me sentais dans une camisole de force. Et au début, je réagissais avec véhémence parce que, à côté de cela, le milieu de l'Université Laval était tellement libéral, on lisait ce qu'on voulait, on n'avait vraiment pas de programme structuré autour de nous. Ce qui ne m'empêchait pas de lire à Laval, mais d'une manière un peu trop libre probablement, tandis que là, je me trouvais tout à coup dans un programme beaucoup trop contraignant à mes yeux. Mais je m'y suis fait. Et surtout, je me suis rendu compte que j'avais dans les salles de cours des professeurs hautement qualifiés, des professeurs qui étaient vraiment des savants, qui travaillaient beaucoup, qu'on retrouvait à la bibliothèque en même temps que nous. Je participais à des séminaires où les étudiants en savaient drôlement plus que moi. Déjà en sociologie, en statistique, en anthropologie, etc. C'était un grand choc parce que, d'abord, j'ai découvert l'université américaine et j'ai découvert une grande université. Et là, je me suis dit que c'était ça un peu l'idéal d'une université pour nous, au Québec. C'est qu'il fallait, avec nos petites universités, essayer de les monter d'un cran, progressivement, d'un autre cran, sans espoir de faire à l'Université Laval ou à l'Université de Montréal un Harvard, mais dans l'espoir au moins d'élever le niveau des universités québécoises. Et c'est devenu une sorte de, si vous voulez, d'idéal pour moi, devenu mon objectif. C'était de revenir dans les universités québécoises et de contribuer pour ma petite part avec d'autres jeunes professeurs et ceux qui étaient déjà là avant nous à monter un peu une université sérieuse, une université un peu de valeur, où les normes seraient plus élevées, les critères seraient plus élevés, l'enseignement serait de meilleure qualité, etc. Et c'était mon objectif, que j'ai pris à Harvard, et pour moi, Harvard est toujours resté comme une sorte de modèle d'université. Je dirais les grandes universités américaines en général. C'est aussi pour cela, d'ailleurs, que je me sens à l'aise dans les universités américaines. Quand j'ai voulu, à différents moments de ma vie, travailler, revenir, par exemple, à écrire, à faire des recherches en bibliothèque, je n'allais pas vers l'Europe parce que je ne connaissais pas l'outillage européen. J'allais vers les universités américaines où, là, dans les grandes bibliothèques, on a un service extraordinaire, on trouve à peu près tout ce qu'on veut, au moins en langue anglaise en tous les cas, et on a du personnel à notre service. Pour moi, le rêve de ma vie, c'est de vivre dans une bibliothèque américaine. C'est extraordinaire. Une bibliothèque comme la bibliothèque de Harvard, par exemple, c'est presque un rêve réalisé. Quand je retourne là, pour moi, c'est mon lieu de travail intellectuel principal. Et ce n'est pas seulement la bibliothèque, c'est le climat de travail qu'il y a dans une bibliothèque américaine. Pour la sociologie elle-même, la sociologie américaine, vous me parlez de l'université comme lieu de travail, mais je me demande quelle découverte de la sociologie vous avez fait à Harvard. Je me rendais compte que la sociologie américaine était beaucoup plus complexe qu'on le voyait de l'extérieur. Que la sociologie américaine comprenait plusieurs écoles de pensée en elle-même, et que on pouvait soit adhérer à l'une ou à l'autre de ces écoles de pensée, soit devenir un peu éclectique. Nous avions, par exemple, au département de sociologie à Harvard, Stauffer, qui était de l'école de Chicago, qui était un chercheur empirique, en même temps que Parsons, qui était un théoricien, en même temps que Sorokin, qui était une sorte de grand historien de la pensée humaine, tout en étant un homme aussi engagé dans du changement social, qui croyait
qui croyait à une sorte de philosophie de l'histoire, qu'il avait faite d'ailleurs. Et en même temps, nous avions Bales qui, lui, travaillait sur les petits groupes. Il y avait un laboratoire sur les petits groupes. Toute la sociologie des petits groupes était d'ailleurs en train de se transformer sous l'influence de Bales à ce moment-là. Il y avait donc toutes différentes orientations qu'on pouvait prendre. Et j'étais frappé de cette variété-là. Et peut-être qu'Harvard était plus pluriel que d'autres départements. C'était un des objectifs qu'on cherchait à maintenir à Harvard. C'était une certaine polyvalence, une plus grande diversité sur les cahiers. Et cette diversité-là, c'était un facteur, c'était un important facteur d'activité intellectuelle, parce qu'il y avait des groupes d'étudiants sorokiniens, il y avait des groupes d'étudiants parsoniens, des groupes d'étudiants à la Stafford, à la Bales, et on discutait beaucoup entre nous, on avait des séminaires entre nous. Et les professeurs entre eux aussi discutaient beaucoup. Il y avait des séminaires conjoints de professeurs de différentes écoles de pensée. Et Parsons, en plus de ça, qui était le directeur de tout cet ensemble-là, avait eu l'idée de faire du département de sociologie, de faire éclater le département de sociologie. Et il en avait fait un département de relations sociales, qu'il appelait, qui comprenait de l'anthropologie, de la psychologie clinique, de la psychologie sociale et de la sociologie. Et nous devions faire le tour de tout ça, en même temps que nous nous spécialisions dans une de ces disciplines. Ça donnait un caractère interdisciplinaire à ce milieu-là, qui s'est perdu par la suite, parce que malheureusement, on a refermé le département de sociologie, on a reconstitué le département de sociologie, et on a brisé cela. Mais moi, j'avais beaucoup, je crois que c'est là d'ailleurs que j'ai pris le sentiment que la sociologie est une discipline dans laquelle on ne doit pas s'enfermer. Si on pratique seulement la sociologie, je pense qu'on s'est déjà, on s'est beaucoup trop enfermé. Il faut faire de la sociologie avec de l'histoire, avec un peu de sciences économiques ou sciences politiques, c'est essentiel. Si possible avec de la psychologie sociale ou de l'anthropologie. Je pense qu'on ne peut pas s'enfermer définitivement et longtemps sans se stériliser dans la sociologie seulement. Je venais à l'Université Laval et à ce moment-là, Fernand Dumont, Yves Martin terminaient leurs études. Oui. Ils étaient un peu derrière moi. Je leur ai enseigné même à la fin de leurs études. Ils se préparaient à s'en aller en Europe. À ce moment-là, l'Europe commençait à se reconstituer, de sorte qu'il y avait moyen de l'étudier en Europe. Et ce que j'espérais, ce que je voyais qu'on pouvait faire, c'était de compter sur ces ressources-là humaines, de gens qui s'intéressaient activement à la sociologie et à la recherche, pour constituer un département de sociologie progressive. C'était vraiment à cela que j'ai travaillé pendant les années qui ont suivi, les années 50. J'ai été à ce moment-là très peu engagé à l'extérieur de l'université, très peu. Par exemple, mes amis étaient dans Parti pris, dans la revue Parti pris, et je rencontrais de temps en temps un ou l'autre qui me disait, comme Pelletier, Gérard Pelletier ou d'autres, il faudrait bien que tu écrives dans Parti pris. Moi, je leur dis, écoutez, moi, je suis en train de construire, je fais des cours, je m'occupe d'étudiants, je construis un département de sociologie avec des collègues. Moi, c'est ça en ce moment, je mène une vie d'universitaire. Et c'était vraiment ça pendant toute cette période-là. C'était d'essayer de monter un département de sociologie. C'était d'autant plus intéressant, d'ailleurs, je dois dire, que c'était gratifiant parce qu'on avait des étudiants de plus en plus intéressés. Voyez-vous, dans les années 40, la sélection des étudiants en sociologie ou en sciences sociales était encore difficile parce que les étudiants qui venaient vers les sciences sociales n'étaient pas tous nécessairement des étudiants qui auraient dû être là. C'était un peu parce qu'ils arrivaient là soit par accident ou par échec ailleurs. Oui.
Dans les années 50, on devait arriver vraiment toute une nouvelle génération d'étudiants qui s'en venaient, qui avaient compris ce que c'était que les sciences sociales, qui arrivaient avec intelligence, avec une grande acuité intellectuelle, et qui nous poussaient, nous, les jeunes professeurs, qui nous provoquaient, qui voulaient qu'on fasse des recherches, qui voulaient qu'on travaille avec eux. Et comme c'était des tout petits groupes, c'était beaucoup plus facile à ce moment-là. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai mis sur pied la première étude empirique que j'ai faite avec un assistant et quelques étudiants. On a fait une étude sur la mobilité professionnelle de père en fils, que j'ai fini par publier avec l'assistant avec qui je travaillais, qui était Yves de Jocasse, qui était un de mes étudiants, qui était devenu mon assistant. Et c'est parce que le père Lévesque avait obtenu pour la faculté des sciences sociales, une subvention de recherche. C'est la première grande subvention de recherche que j'ai connue dans ma vie. C'est celle qu'avait obtenue le père Lévesque auprès de la Carnegie Foundation. Il était allé négocier ça, en leur disant, voici, je suis en train de fonder une faculté de sciences sociales, il y a maintenant des jeunes ressources qui sont capables de faire de la recherche. Il nous faudrait une importante subvention de départ. Et on avait obtenu ça. C'est avec cette subvention que moi, j'avais organisé cette recherche-là. D'autres en avaient fait sur d'autres thèmes. Cette subvention a marqué le départ de la recherche empirique à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. À cette occasion-là, pour la première fois, là, des professeurs se parlaient de recherche. On se distribuait de l'argent, on présentait des projets de recherche. C'était un important changement à ce moment-là. On passait des sciences sociales peu générales à des sciences sociales qui tranquillement devenaient enracinées dans le milieu québécois. C'est aussi à ce moment-là que, par exemple, on a commencé à faire des recherches sur les milieux urbains de Québec et Montréal, sur les comportements religieux dans la région de Québec en particulier. Et on sentait là qu'il y avait une sorte d'enracinement de la sociologie dans le milieu québécois. Jusque-là, comme recherche empirique au Québec, on n'avait que les trois grands personnages devant nous, qui avaient été Léon Gérin à la fin du 19e siècle, et puis deux Américains, Miner, qui avait fait une étude à Saint-Denis, et Hughes, qui avait fait l'étude sur Drummondville, sur l'industrialisation de Drummondville. Et puis, il y avait Jean-Charles Falardeau, qui, dans la tradition de ces grands précurseurs, si vous voulez, avait entrepris une étude d'un quartier de Québec à laquelle il nous faisait participer comme étudiants. Mais c'était encore bien peu, c'était ça. Alors, c'était pas un enracinement encore très considérable. On essayait donc d'enraciner la sociologie à ce moment-là, vraiment, à travers quelques études empiriques, dans le milieu québécois. Qu'est-ce que vous avez découvert dans vos recherches? Ce qu'on découvrait, moi, ce qu'on découvrait de Jocasse et moi en particulier, c'était que les Canadiens français connaissaient une mobilité, les Canadiens français au Québec connaissaient une mobilité de père en fils qui faisait toujours un saut, un seul saut, un seul échelon. On ne faisait pas beaucoup de sauts de 2 ou 3 échelons dans la mobilité sociale. Le fils d'un petit artisan devenait ouvrier spécialisé. Ouais. Le fils de l'ouvrier spécialisé devenait, lui, ou col blanc, ou peut-être professionnel. Mais il y avait toujours ce passage comme ça, graduel. À côté de cela, les Canadiens anglais du Québec faisaient des sauts très considérables. Ça nous avait beaucoup, beaucoup frappé. C'était la principale découverte qu'on avait faite à ce moment-là. Cette étude a été reprise par la suite, parce qu'on avait fait, nous, cette étude en utilisant les enregistrements de mariage, qui nous donnaient des renseignements sur l'occupation du père et du marié.
Jacques Duffeny a repris l'étude 10 ans après, et un autre 10 ans après. Sorte que pour moi, c'était gratifiant parce que c'est une étude qui a connu 2 étapes suivantes. Donc, on a eu là un genre d'étude qui s'est poursuivie sur 30 ans, pour montrer l'évolution du Québec. Et les conclusions de Duffeny, d'ailleurs, sont intéressantes sur la grande évolution qu'il y a eu entre 1954, moi, où j'avais pris les données, et 1964, et après ça, 1974. Ouais. Et à travers ça, on voit évoluer une société. Alors, j'ai envie de vous demander, depuis temps là comme ça, vous dites, on voit évoluer une société. Pourriez-vous m'en parler de l'évolution de cette société-là? Vous venez de mettre le doigt sur une différence dont on sait qu'elle est marquante, qu'elle fait beaucoup pour l'explication de l'évolution de notre société, justement. La différence avec l'anglais. Oui, moi, ce qui m'a frappé dans l'évolution du Québec, c'est une idée qui a été contestée, mais je continue à croire qu'elle a un fond de vérité, c'est que le Québec a connu une évolution structurelle très importante depuis le début du 20e siècle, dans la mesure où il a été touché par la révolution industrielle. La révolution industrielle a drainé nos grands-parents, puis nos parents de la campagne à la ville, a créé au Québec des milieux urbains nouveaux. Alors finalement, d'ailleurs, la révolution industrielle polarisait tout le Québec vers Montréal au point de vue industriel, ce qui, je pense, est une des grandes faiblesses structurelles du Québec. À la différence de l'Ontario, où il y a plus de pôles de développement industriel qu'au Québec. Le Québécois francophone est entré dans un mode de vie industriel sans qu'il l'ait cependant voulu lui-même, sans qu'il l'ait fait, si vous voulez. Il a été embarqué dans ça et il est entré dans une société moderne, industrielle, mais sans en avoir été l'agent et le moteur. Ce qui fait qu'il a vécu jusque dans les années 50, je dirais, dans une société industrielle avec une mentalité que j'appelle pré-industrielle. Ouais. C'est-à-dire une mentalité qui était encore reliée au monde rural, un monde qui était sans doute plus près de la nature, mais aussi moins engrené, si vous voulez, sur le changement qui se produisait dans le monde. C'est ce qui donnait au Québec un peu une allure d'une sorte d'enclave en Amérique du Nord, enclave marquée par son unité religieuse, par son regard vers le passé, par sa moralité traditionnelle, axée sur la famille, moralité inspirée par l'Église catholique, etc. Mais on sentait de plus en plus un divorce s'opérer entre la vie quotidienne de la société industrielle et urbaine et la mentalité pré-industrielle. Et ce divorce-là, il fallait à un moment donné qu'il se produise, qu'il éclate au grand jour. Et c'est ce qui s'est produit, c'est cette grande faille là, qui a commencé à se briser, qui s'est manifestée dans les années 50. Et puis qui est devenue finalement visible au début des années 60. C'est ça la révolution tranquille, finalement, c'est l'éclatement de cette faille-là, qui avait été préparée, à mon sens, par la guerre 39-45. Moi, je crois que les guerres, surtout les guerres comme celle-là, sont des grands moments de l'histoire humaine. C'est pas pour rien que les historiens datent les étapes de la vie des sociétés par des guerres et les grands conflits. Si la guerre de 100 ans a été importante, je sais que la guerre de 39-45 a été encore, à mon sens, bien plus importante.
Alors, les Québécois ont été engagés dans cette guerre-là, d'abord contre leur gré, mais finalement, on l'a vécu la guerre à notre façon. Et pour nous, la guerre, ça a été la possibilité, ça moi je l'ai vécu parce que j'étais jeune homme à ce moment-là, c'était la possibilité de sortir de chez nous, d'aller en Europe, de faire la guerre, de voir un monde en évolution. C'était aussi une très grande prospérité, il faut bien le dire. Le Québec, le Canada a profité de la guerre au point de vue économique. Les usines marchaient à fond de train. On était restreint dans nos dépenses parce qu'il n'y avait pas assez de billets, si vous voulez. Il y avait des contraintes à la dépense. Mais les gens s'enrichissaient. C'était ça qui était vrai. Même ceux qui étaient soldats envoyaient de l'argent parce qu'ils ne pouvaient pas beaucoup dépenser sur le front. Et en même temps, c'était un brassage des idées, de pensées. C'est pas pour rien qu'une des premières pièces qui a eu un grand succès après la guerre, c'est Ticoc de Gratien Gélina, qui est justement l'histoire d'un militaire. Et de tout ce qui lui arrive, de tout ce qu'il finalement brasse sa vie. Et d'ailleurs fait aussi s'effondrer ses rêves et tout ça. Beaucoup de Québécois à ce moment-là, je crois, ont changé profondément. Et c'était une ouverture sur le monde, c'était aussi une entrée du monde dans le Québec. Et c'était l'entrée du Québec dans la société industrielle. C'est là que les femmes ont commencé à entrer sur le marché du travail. Parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes, on amenait les femmes dans les usines de munitions, comme on les appelait. Et je me souviens que tout près de l'Assomption, à Repentigny, il y avait une grande usine de munitions. C'était le scandale du monde autour. C'était de voir que les femmes s'en allaient travailler là, perdaient leur âme, etc. Disait-on. Mais ça a profondément modifié toute cette petite région de l'Assomption à ce moment-là, la présence d'une grande usine de munitions. Moi, pour ma part, par exemple, après la guerre, en 1946, au moment où avant de reprendre mes études, je suis allé en Europe pour la JSC. Et j'ai passé 6 mois en Europe à ce moment-là, en reprenant contact avec les jeunes des mouvements de jeunesse européens qui avaient vécu dans le maquis pendant la guerre. Et c'était un choc pour moi parce que je rencontrais pour la première fois des jeunes chrétiens qui avaient milité dans les maquis avec des jeunes communistes et qui avaient rêvé ensemble de reconstruire un monde meilleur après la guerre, un monde dans lequel il n'y aurait plus de guerre et où on reconstruirait un monde basé sur l'égalité, sur une plus grande compréhension mutuelle, etc., etc. Et j'ai été pour la première fois de ma vie en contact avec des militants marxistes, des militants communistes. Et, vous savez, en 1946, on n'en avait pas vu vraiment beaucoup au Canada ou au Québec, des jeunes marxistes à ce moment-là. Ils étaient d'ailleurs hors la loi. Le Parti communiste était hors la loi. On ne pouvait pas beaucoup entrer en contact avec eux ici. Il n'y avait rien, il n'y en avait pas. C'était un grand choc pour moi. Ça m'a marqué d'ailleurs. Ça m'a marqué parce que c'est... Avant même d'étudier le marxisme, j'ai connu la tentation du communisme, la tentation du militant communiste. Parce que je trouvais qu'il y avait chez les jeunes communistes des gars et des filles qui étaient vraiment des militants selon l'image que j'avais à ce moment-là. Mais en même temps, et c'est aussi en cela que ça m'a marqué, ces militants appartenaient à des églises qui étaient encore plus rigides que la mienne. Et ça a été une grande déception. Parce que, voyez-vous, il faut vous dire que dans l'Action catholique, nous contestions l'Église catholique. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que l'Action catholique a finalement été écrasée par l'épiscopat canadien et québécois. Nous contestions le rôle du laïc dans l'Église, nous voulions un rôle actif, nous contestions la conception de l'Église, nous voulions une conception beaucoup plus collectiviste, communautaire. Nous contestions toute la manière dont les sacrements étaient conduits, étaient donnés, etc. Nous contestions la prédication.
Nous étions des contestataires. Et cette contestation, à ce moment-là, elle était permise. On pouvait contester, on y arrivait. Et on sentait qu'on était en train d'ébranler des choses dans l'Église catholique. Avec, par exemple, les prêtres ouvriers en France, la mission ouvrière, les mouvements d'action catholique qui se répandaient activement un peu partout dans le monde. Tandis qu'on n'avait pas le sentiment qu'à l'intérieur des partis communistes, on pouvait ébranler quoi que ce soit. Et c'est dans ce sens-là que je dis, c'était beaucoup plus rigide que mon Église. Je sentais que ces gars-là ils ne pouvaient rien contester. Vraiment, ils marchaient dans le sens de la ligne du parti. Et je me souviens de longues discussions, de nuits de discussions avec des jeunes militants communistes à Paris, en Italie, à Rome, à Milan, à Prague où j'étais allé, en Sicile où j'étais allé. Et ça avait été ma grande déception, c'était de voir que je trouvais chez eux les mêmes rêves d'une nouvelle société, d'un nouvel ordre social, mais je ne trouvais pas les mêmes possibilités de contestation de leur propre parti et de leur propre idéologie. Et ça m'a progressivement, et je pense pour toujours, éloigné du marxisme. Oui. C'est une des raisons chez moi qui fait que je n'ai jamais été un militant marxiste et j'ai toujours eu une profonde résistance à une pensée qui aboutissait à une telle contrainte des hommes et de leur liberté de penser. Au début des années 60, je pense que la société québécoise nous apparaissait, quand je dis nous, là, à un certain nombre de sociologues, en tout cas, et moi en particulier, en tout cas, comme une société qui était en voie de passer à un nouveau type de société industrielle. C'est-à-dire que c'est une société qui était partiellement industrialisée et qui inéluctablement allait s'industrialiser plus massivement dans les mentalités, dans l'esprit, dans la culture. Et il me paraissait que le Québécois ne pouvait pas continuer à vivre dans sa société s'il ne se préparait pas à cette société-là. Oui. C'est-à-dire s'il ne développait pas un système d'enseignement plus approprié à la société moderne que le système d'enseignement que nous avions. Et s'il ne s'engageait pas dans les secteurs de pointe qui étaient en développement, c'est-à-dire le secteur scientifique, sciences de l'homme, etc. Et c'était pour nous, non pas nécessairement un idéal de société, si vous voulez, mais un impératif de l'évolution en cours. Ouais. Il fallait vraiment passer par là. Moi, je n'ai jamais été absolument certain que la société industrielle, c'est ce qui est arrivé de mieux au monde, pour l'homme, dans l'histoire de l'humanité. Mais il se trouve que, surtout vivant en Amérique du Nord, à la porte des États-Unis, elle est là, la société industrielle, et on n'y échappe pas. On peut bien sûr s'en retirer à certains moments. Il y a des sous-groupes, comme il y a eu des sous-cultures qui se sont développées, des contre-cultures, si vous voulez, qui se sont développées au Québec et ailleurs, aux États-Unis beaucoup, sous forme de communes, et le retour à une vie près de la nature et tout ça. Une contestation de la société industrielle. Mais il reste qu'elle est là, la société industrielle. On peut croire qu'elle est à son déclin, moi je n'en suis pas certain du tout. Mais je crois qu'au contraire, la société industrielle a malheureusement ou heureusement d'énormes ressources pour se récupérer elle-même. Oui. Et je ne crois pas qu'on soit au seuil d'un déclin de la société industrielle. Maintenant, ça, c'est une question marquée de choix, presque de valeur dans ça. En même temps, la société m'apparaissait comme étant faite d'une pluralité de conflits, d'un grand nombre de conflits. Et c'est pour cela que je n'adhérais pas à la perspective marxiste qui tendait à polariser les conflits, comme s'il n'y avait finalement un seul grand conflit, qui est le conflit de classe entre une classe et une autre classe. Je n'étais pas capable de polariser comme ça les conflits que je voyais. Je crois que, pour moi, en tout cas, la société m'apparaît encore comme un lieu où il y a
une multiplicité de conflits qui sont parfois plus animés d'un côté, plus animés de l'autre. Ça dépend des conjonctures, ça dépend des moments. Mais c'est pas toujours possible de prévoir où le conflit va devenir plus aigu dans 5 ans ou dans 3 ans. Oui. C'est là qui est, à mon sens, un des grands problèmes de la prospective pour le sociologue. C'est que les conflits se préparent souvent de manière très souterraine, comme les tremblements de terre dans la nature. On ne sait pas prévoir les tremblements de terre dans la nature, et on ne sait pas prévoir non plus les tremblements de terre dans la société. On ne sait pas tout à coup où il va se passer un glissement de terrain. En même temps, je dois dire que j'ai toujours été très préoccupé par la compréhension de la résistance au changement dans la société. Je sais que c'est plus intéressant de s'intéresser c'est plus intéressant et peut-être plus amusant aussi de regarder ce qui change, et les mouvements qui apportent du changement. Mais il faut bien voir qu'il y a toujours beaucoup de résistance au changement dans toutes les sociétés. Et moi, ce qui m'étonne, c'est pas qu'il y ait des révolutions, c'est pas qu'il y ait des changements. Je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment en comparaison de tout ce qu'il pourrait y avoir comme révolution. Il n'y a pas eu beaucoup de grandes révolutions dans l'histoire du monde. Mais il y a eu beaucoup de révolutions avortées. Il y a eu beaucoup de retours en arrière après les grandes révolutions. Et je crois que l'étude de la résistance au changement, c'est encore lacunaire en sociologie. On ne sait rien là-dessus. Et pourtant, moi, je crois que c'est ce qui domine, probablement, dans toute l'histoire sociale. C'est la capacité qu'ont les sociétés ou d'empêcher le changement potentiel d'aboutir, ou de le récupérer lorsqu'il aboutit, ou de transformer une révolution possible en une petite évolution. Mais je voudrais voir quelle suite il y a eu pour vous à votre travail à la commission Parent. Le sociologue dans l'administration publique. Le sociologue près des hommes au pouvoir. Voilà. Oui, j'ai connu cela à 2 moments, peut-être 2 ou 3 moments dans ma vie. Là, la commission Parent, où on était dans une commission d'études qui faisait des recommandations aux hommes au pouvoir et qui avions le sentiment d'être écoutés à ce moment-là par les hommes qui avaient le pouvoir politique. J'ai connu ça aussi en 1976, quand j'ai accepté temporairement, pour 2 ans et demi, un poste de sous-ministre dans le gouvernement Lévesque. Un sociologue n'est pas très équipé pour le pouvoir, pour la participation au pouvoir. On étudie d'abord, je crois qu'on n'étudie pas suffisamment vraiment le pouvoir tel qu'il s'exerce. On ne sait pas très bien comment ça s'exerce le pouvoir, nous les sociologues. Et on ne connaît surtout pas les instruments du pouvoir. Il faut dire que l'instrument principal du pouvoir, finalement, c'est l'appareil judiciaire. C'est-à-dire que c'est les lois, c'est les règlements, c'est les décrets, c'est tout ça qui est le langage du pouvoir politique. C'est principalement à travers des nouvelles lois, des nouveaux règlements qu'un pouvoir politique fait passer ses idées. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est comme ça que le pouvoir politique s'exerce. Il y a l'autre volet du pouvoir politique qui est l'allocation des fonds publics. Mais même l'allocation des fonds publics se fait à travers des directives qui sont traduites généralement dans un langage quasi-judiciaire ou pseudo-judiciaire, qui ressemble au langage juridique. Or, les sociologues ne connaissent pas du tout ce langage-là. C'est un discours qu'on ignore parce qu'on ne l'a pas pratiqué et parce qu'on ne l'a pas étudié non plus.
La sociologie du droit, c'est un des secteurs les plus en retard dans la sociologie. Il n'y a pratiquement pas eu de sociologie du droit. Peut-être parce que le droit apparaît aux sociologues comme lié au passé, comme étant retardataire sur l'évolution en cours. Et c'est vrai que le droit peut être comme ça, mais il n'est pas nécessairement toujours comme ça. Il y a souvent un droit qu'on n'étudie pas très bien, mais qui est en avance sur l'évolution des mentalités et même des structures sociales. Mais nous n'avons pas fait de sociologie du droit, nous n'avons pas non plus surtout fait d'analyse critique du discours juridique. Alors lorsqu'on arrive au pouvoir, lorsqu'on doit participer au pouvoir avec des hommes politiques et avec des administrateurs, on est assez démunis comme sociologue. Il faut apprendre ce discours-là, il faut apprendre à le comprendre d'abord, il faut apprendre à le connaître, il faut l'apprendre lui-même, et puis il faut apprendre à le décoder, à trouver, par exemple, les idéologies qui sont sous-jacentes au discours juridique. Et un discours juridique qui est apparemment sans reflet idéologique. C'est pas facile c'est pas facile de décortiquer un discours juridique pour aller voir ce qu'il y a d'idéologique derrière, parce que c'est très bien camouflé, c'est très bien caché. Et c'est le reflet de nos valeurs quotidiennes, de nos valeurs courantes. Alors, ça nous apparaît souvent comme du lieu commun, le discours juridique. Comment est-ce que pourrait s'exercer la fonction critique de la sociologie vis-à-vis le droit, vis-à-vis la situation dont vous parlez? Tenant compte de cette méconnaissance, en fait, cette difficulté d'approche au droit de la part du sociologue, quand même. Il faudrait sûrement que plus de sociologues entreprennent d'étudier non seulement l'appareil judiciaire, ça c'est assez facile, mais le droit lui-même comme réalité sociale. Ouais. Vous savez, c'est un peu comme la religion. On peut étudier les églises, on peut étudier les comportements des croyants et des non-croyants. C'est une chose. Mais quand on veut étudier après ça la doctrine, la pensée religieuse, c'est toute une autre chose. Il faut entrer dans la théologie. Le droit, c'est la même chose. On peut étudier l'organisation des tribunaux, l'appareil judiciaire, l'appareil législatif. Ça s'étudie assez facilement. Mais étudier le contenu du droit, la pensée juridique, la doctrine juridique, comme disent les juristes, et le droit lui-même, dans ce qu'il représente de discours idéologique, c'est toute une autre chose, parce qu'il faut vraiment connaître le droit, il faut entrer dedans, il faut prendre le temps de l'étudier. Et c'est long comme d'étudier une théologie. Hein. Ouais. Et c'est ce que je fais en ce moment, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Je ne sais pas, j'oserais dire au rapporteur Jean-Jacques Rousseau qui dit que le droit, c'est la propriété. Bien sûr que c'est, sinon la propriété, l'expression de la propriété la plus claire. Donc, il y a une logique qui est assez facilement identifiable aussi, non? À l'intérieur du droit? Oui, si on accepte évidemment le point de vue de Rousseau. Il y a bien sûr une logique juridique. Il y en a même, on peut peut-être dire qu'il y en a plusieurs, mais cette logique juridique, elle est construite d'une manière que le sociologue ne connaît pas suffisamment. C'est-à-dire que c'est une logique juridique qui est construite d'une manière très souvent empirique. Ouais. C'est rare que les juristes aient l'occasion de dire dans un discours clair, précis, ce vers quoi ils s'en vont ou ce à quoi ils croient. Mais le discours juridique, il s'élabore constamment à partir de cas concrets. Soit parce qu'il faut faire une loi pour régler un problème, soit parce qu'il faut un jugement pour décider d'une cause, ou parce qu'il faut faire un règlement pour appliquer une loi. Ou parce qu'il y a un conflit qui... Oui, c'est ça. Ben, c'est toujours un conflit, le droit. Ça règle toujours des conflits ou des conflits potentiels. Toujours. Alors, on essaie toujours de trouver
ou la solution au conflit, ou de trouver le compromis au conflit, ou bien de distribuer les torts, ou bien de rendre justice à celui qui a eu des dommages, etc. C'est donc un discours très, très empirique, très pragmatique. En plus de ça, c'est un discours normatif, parce qu'on dit toujours ce qui doit être, qui n'est jamais nécessairement la réalité, c'est-à-dire qui n'est pas toujours la réalité. Il y a beaucoup de lois qui ne se traduisent pas dans la réalité, parce qu'il y a un écart entre ce qui est dit dans la loi ou dans des règlements et la réalité qui est pratiquée. Puis on accepte ça, ces écarts-là. Et puis, il y a aussi un droit qui n'est jamais complètement, qui n'est jamais officialisé par des cours de justice. Il y a, par exemple, dans l'administration publique, tout un droit coutumier, que j'appelle, qui s'est développé pour administrer des lois. Quand on fait partie d'un organisme comme, je ne sais pas moi, l'Office de langue française ou n'importe quel grand office ou l'Hydro-Québec, on doit appliquer des lois qui ont des trous. Bon, on remplit les trous par des petites décisions qu'on prend jour après jour. On fait du droit dans l'administration publique. C'est du droit coutumier. Exactement comme du droit coutumier dans des sociétés où on n'a pas un droit écrit. Alors, tout ce droit-là, ça représente un langage que le sociologue n'a jamais tout à fait pratiqué. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que c'est équivalent. Nous n'avons pas non plus de sociologie de la morale. On ne l'a pas fait. Pourtant, il y a eu de grandes choses écrites au début du siècle, par Durkheim, par exemple, et l'école sociologique française. Mais on n'a jamais poussé ça. Précisément parce que la morale, c'est comme le droit. C'est un langage normatif et c'est un langage concret, empirique. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Et ça, c'est comme si le sociologue, ça lui échappait, ça. Il n'arrive pas à prendre ça, à saisir ça. C'est une de mes préoccupations en ce moment et je travaille à ça. Effectivement, je dirais, ou plutôt je vous poserai une question. Je vous demanderai quelle continuité vous voyez entre une sociologie du droit qui se ferait au Québec, qui innoverait aussi, d'une certaine manière, puis le discours de la sociologie jusqu'ici, le discours sur l'évolution de la société, les grandes ruptures, que ce soit société traditionnelle, société moderne, la révolution tranquille, tout le discours sur le changement social, comme il a été énoncé par les sociologues aussi. Je dirais que le droit appartient à toute cette évolution-là. Soit parce qu'à certains moments, il en est le reflet. Par exemple, en ce moment, on a engagé une réforme du droit de la famille. Parce qu'on sent de plus en plus que le droit traditionnel de la famille, ici comme dans bien d'autres pays industrialisés, ne correspond de moins en moins à des situations concrètes. Alors le droit essaye d'aller rejoindre cette réalité-là. Il y a donc un droit qui reflète des changements en cours. Et à travers le droit, on voit se cristalliser ces changements-là. On les voit un peu comme sous un microscope. À d'autres moments, le droit devance le changement social. Et il le provoque, il l'entraîne. Par exemple, la législation sur la langue a entraîné du changement social. Elle a entraîné du changement social d'abord par les réactions négatives que la loi 63 et la loi 22 ont créées, et puis par la suite, avec la loi 101, par d'autres réactions qui ont été entraînées dans le milieu de travail. La loi 101, par exemple, l'application de la loi 101 est en train de modifier, je pense, de manière irréversible, l'utilisation du français dans les entreprises en particulier. Parce qu'on est en train de tout traduire en français, tous les catalogues, toutes les notes de service, tout ça, qui ne se faisaient dans bien des entreprises qu'en anglais. Quand on songe que, par exemple, des grands magasins, comme les grands magasins là, à Montréal, avaient encore des livres d'instruction, comme on disait,
en anglais pour leur personnel, leur nouveau personnel qui rentrait. Les nouvelles vendeuses apprenaient leur métier dans des livres anglais, dans des manuels anglais, parce que ça avait été fait à Toronto ou aux États-Unis. Et puis, ben, on était ici, on prenait pour acquis qu'ici, les nouvelles vendeuses comprenaient nécessairement l'anglais. On n'avait jamais voulu traduire ça. Eh bien, la loi 101 a fait qu'il s'est fait une quantité incroyable de traductions depuis 3 ans dans les entreprises, parce que maintenant, on est obligé d'avoir tous les documents écrits en français, et aussi dans d'autres langues si on veut, mais il faut au moins qu'ils soient en français. C'est la même chose pour tout, par exemple, tout ce qui est sur les appareils, sur les machines, dans les usines, tout ça, c'était en anglais, parfois en anglais et en japonais. Maintenant, on est obligé de l'avoir au moins en français aussi. Et il y a eu, moi je crois, depuis quelques années, depuis 3 ou 4 ou 5 ans, un changement de climat, au moins à Montréal, dans l'utilisation de la langue. Le visage extérieur de la ville de Montréal est en train de se changer, on voit de moins en moins d'anglais, de plus en plus de français dans l'affichage. Et quand j'étais jeune homme, il y a une trentaine d'années, si on allait dans un des grands magasins de Montréal, on était à peu près certain de ne pas pouvoir se faire servir en français. Et on acceptait ça. On passait du français à l'anglais. Il fallait le faire. Maintenant, c'est notre droit de demander d'être servi en français et on l'utilise de plus en plus. Mais ça, c'est un changement qui est fait par des lois. Oui. La loi n'est donc pas seulement le passé. Bien sûr qu'elle charrie tout un passé, mais en même temps, elle fait un avenir. Et c'est ça pour moi qui est bien intéressant dans la loi, c'est qu'on y lit en même temps une histoire et un avenir. On peut vraiment voir presque comme physiquement les strates du passé dans le droit. Vous me parlez de ça pour la société, puis moi je me rappelle que vous êtes d'une famille d'avocats. De juristes, oui. En effet, oui. C'est peut-être un retour dans ma vie personnelle, un retour à ma jeunesse. Vous voyez? Moi qui ai interrompu mes études de droit, qui les ai abandonnées, parce que ça ne m'intéressait pas à ce moment-là, je les redécouvre dans la cinquantaine avancée. Et je redécouvre le droit d'une manière que je n'avais pas comprise à ce moment-là. Mais justement, je pense que ça fait partie de notre évolution, parce que, qu'est-ce que vous voulez, le droit des années 40 et 50, c'était encore un droit qui était très, très largement un droit privé. C'était le droit civil, c'était dominé par les civilistes. C'est depuis les années 50, bon, évidemment, ça avait commencé avant, remarquez, mais c'est surtout depuis les années 50 que le droit public s'est multiplié. Sauf que, par exemple, le programme d'études de la faculté de droit, de nos facultés de droit au Québec, a changé radicalement au cours des 30 dernières années. Du droit fiscal, du droit des corporations, du droit de l'éducation. On n'avait pas ça à ce moment-là. On avait, je me souviens, un petit cours de droit scolaire qui était absolument ridicule et qui était un peu comment fonctionnent les commissions scolaires. Aujourd'hui, le droit de l'éducation, c'est devenu considérable. Le droit de la santé, c'est énorme. Le droit du travail, c'est un monde. Alors, tout ce droit public s'est développé. Et je crois qu'il s'est développé à l'image d'une société qui est devenue plus socialisée, plus socialisante, si vous voulez. C'est-à-dire une société qui a été marquée par le welfare state, par un mixage du vieux capitalisme et d'une société socialisante. C'est ça notre genre de société dans laquelle on vit. Ce n'est plus exactement une société capitaliste, c'est une société partiellement capitaliste et partiellement socialisante. Bien, je crois que le droit reflète bien ça, justement. Parce que le droit est encore fondé sur des principes de la société libérale et capitaliste, dans certains de ces secteurs, en particulier dans tout le droit civil. Et dans le droit public, le conflit de la société libérale et d'une société de bien-être, si vous voulez, ou de welfare state, est très, très marqué. On voit constamment le droit public
torturé entre un point de vue libéral et un point de vue interventionniste, je dirais, ou étatiste. Qu'est-ce que ça préfigure pour l'avenir, cette situation dont vous parlez maintenant? Vous m'en parlez en donnant l'exemple du droit qui est torturé. Ne croyez-vous pas que, ailleurs que parmi les légistes qui font nos lois, on se trouve aussi un peu tourmenté entre ce courant de libéralisme puis l'autre courant qui est socialisant? Alors, en effet, on l'est un peu partout. J'ai vécu, par exemple, 2 ans et demi dans la fonction publique québécoise. Ben, c'est un des lieux où s'affrontent des idéologies assez opposées. La fonction publique, ce n'est pas un ensemble, ce n'est pas un bloc conservateur, comme on peut peut-être le voir de l'extérieur. Il y a dans la fonction publique des éléments progressistes qui essaient de pousser, à certains moments, des idées nouvelles et des vues beaucoup plus socialisantes, alors que d'autres résistent. Et la fonction publique, c'est un autre extraordinaire laboratoire d'études de la société. Parce que là aussi se reflètent les conflits de la société. Et je dirais que les deux se rejoignent, le droit et la fonction publique, l'administration publique. Parce que l'administration publique est en grande partie régie par le droit et c'est aussi elle qui contribue à faire le droit. Il y a un lien très étroit entre les deux. Moi, en tout cas, pour ma part, c'est à ça que je m'intéresse en ce moment. C'est les deux grandes réalités qui m'intéressent. C'est le droit et l'administration publique. C'est ce que j'ai découvert, si vous voulez, en allant travailler au gouvernement. Et je pense que je vais essayer de travailler dans ces secteurs-là dans les prochaines années. Le même conflit, comme vous dites, on le retrouve dans ce que je disais tout à l'heure du système d'enseignement. Je crois que dans le système d'enseignement, l'aile conservatrice m'a emporté. On est revenu à une conception libérale conservatrice et je dirais aussi très confessionnelle de l'enseignement. À l'intérieur d'un syndicat, on sent les mêmes discussions. La société contemporaine est sûrement, les sociétés dites libérales contemporaines sont des sociétés tourmentées. C'est des sociétés qui ne sont pas contentes de leur passé, jusqu'à certains points. Une mauvaise conscience. Qui ont une mauvaise conscience. Mais ce sont des sociétés qui, en même temps, n'arrivent pas à voir dans les modèles socialistes qui nous sont offerts la solution à leurs problèmes. Soit, mais quoi d'autre? C'est ça. C'est pour ça que c'est tourmenté. Et il n'y a rien en ce moment d'autre. C'est comme ça qu'on recherche dans différentes directions. Autogestion, par exemple, société basée sur des systèmes autogestionnaires ou des sous-systèmes autogestionnaires. C'est une des orientations possibles. Il y a eu un temps où on a pu croire aux coopératives, à une société basée sur des formes de coopératives, de consommation et de production. Mais c'est ça, c'est que les sociétés libérales, dites libérales, n'ont pas devant elles un modèle. À la différence des sociétés socialistes, qui croient avoir un modèle. Oui. Il y en a un, de toute façon, non seulement ils croient, mais il y en a un. Sauf que je ne suis pas sûr, moi, que je serais tout de suite prêt à l'acheter. Mais il y en a un modèle de développement pour ces sociétés-là. Ce que les sociétés libérales n'ont pas. Ce qui fait qu'elles sont très ce sont des sociétés de contestation. Et je crois que ce sont des sociétés qui sont appelées, si elles survivent pendant un bout de temps, ce que je crois personnellement, sont des sociétés qui sont appelées à être constamment en état de conflit interne. La guerre. Je ne dis pas nécessairement de guerre, parce que la guerre, on se rend compte que ça peut exister entre des pays socialistes aussi. On l'a bien vu, malheureusement, ces dernières années. Mais conflits qui sont
qui ne sont pas nécessairement des conflits armés, mais une variété de conflits de toutes sortes. C'est des sociétés pluralistes, les sociétés dites libérales, mais d'un pluralisme qui provoque toujours des conflits ou qui se survit lui-même par des conflits, le pluralisme. Personnellement, je dois dire que je préfère une société pluraliste à une société monolithique. Je me sens vraiment plus à l'aise dans une société pluraliste. Moi, je suis heureux dans une société qui a des conflits, parce que c'est une société qui a des possibilités de changement et où on, en même temps, des possibilités de s'opposer à des changements qu'on veut pas. C'est une société de plus grande liberté, et je trouve que c'est une société aussi de plus grande responsabilité pour les hommes qui y vivent, les hommes et les femmes qui y vivent. J'ai connu une société beaucoup plus monolithique dans les années 30 et 40 au Québec et 50, quand nous avions un monolithisme à la fois religieux et politique, où l'Église et le duplessisme faisaient une puissante alliance pour nous conserver dans l'unité. On n'est pas heureux dans une société comme celle-là. Moi, je n'étais pas de cas. Et je ne voudrais pas revivre dans une société où on n'a qu'un seul modèle et où il faut vraiment passer par ce modèle-là. Je serais très probablement un dissident dans une société monolithique.